Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette quatrième édition donc, du webinaire du Wagon Marseille. On se retrouve aujourd'hui pour parler des API et de l'automatisation des tâches donc pour des entrepreneurs ou pour toute personne qui a envie de passer un peu moins de temps sur des tâches répétitives. Donc on va voir ça aujourd'hui ensemble. Je vais partager mon écran également. C'est parti. Ok. Donc, je pense que vous commencez à connaître un petit peu le fonctionnement, mais rapidement pour les nouveaux, puisque tous les jours, on a de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc, on va parler un petit peu de comment fonctionner sur ce webinaire, qui nous sommes, comment on peut décrire donc le wagon Marseille, et ensuite, on parlera un petit peu des 5 webinaires sur les compétences de demain. On rentrera dans le vif du sujet avec l'automatisation des tâches par les API, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et après, si vous le souhaitez, on parlera un petit peu de la formation du wagon. Et comme d'habitude, on aura une partie questions-réponses. Pour aller plus loin, à la fin de ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure et demie ensemble. Alors, ça fait la quatrième fois qu'on se retrouve cette semaine. Et petit rappel pour les nouveaux. Donc, vous avez une partie chat où vous pouvez échanger entre vous. La partie questions pour poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Je pense que je ferai une pause aussi au milieu de mon webinaire pour répondre à certaines questions. Et sinon, on aura la partie questions-réponses à la fin. N'hésitez pas, voilà, s'il y a des questions qui vous intéressent, à voter pour et mettre un plus 1. Au moins, ça nous permettra de prioriser les questions auxquelles on répond à la fin. On va vous faire partir, je crois, quelques petits sondages. Vous commencez à avoir l'habitude pour un peu mieux vous connaître aussi et pour avoir un peu plus de réponses. Le wagon. Donc, le wagon, ça a été créé en 2014 à Paris. Le but, c'était vraiment d'apporter des compétences tech à des esprits créatifs. Donc, on forme au métier de la tech sous un format bootcamp, donc une formation accélérée en 9 semaines à temps plein ou en 24 semaines à temps partiel en cours du soir. On a un peu plus de 7000 personnes qui ont déjà été formées chez nous et on est présent aujourd'hui dans 40 villes dans le monde entier. À la fin de la formation, vous avez une possibilité de passer une certification professionnelle de niveau 6. Donc, c'est l'équivalence en fait au registre national des certifications professionnelles, une équivalence bac+3, bac+4. Et surtout, on a une formation qui est énormément centrée sur la pratique et sur le produit. C'est ça qui est très important chez nous, c'est que vous puissiez créer des produits web, savoir coder des produits web que vos utilisateurs vont être contents d'utiliser après. Donc, toutes ces personnes qui viennent faire la formation, que ce soit des salariés en reconversion professionnelle, des demandeurs d'emploi, des chefs d'entreprise, des personnes qui ont envie de lancer leur boîte, et bien, tout ça, ils viennent en fait booster leur carrière avec le code au wagon. Tout simplement parce qu'ils ont envie de trouver un job comme développeur ou développeuse web par la suite, de devenir freelance également dans ce métier, de lancer leur propre business, leur MVP, et eux aussi, de travailler dans des postes qui nécessitent de la technique et donc d'avoir cette petite compétence qu'ils n'avaient pas auparavant. Le wagon, c'est également un accompagnement des entreprises. Donc, pour des TPE, PME et grands groupes, on accompagne sur 3 niveaux. L'acculturation digitale des employés et des cadres dirigeants, la montée en compétences de ces personnes et jusqu'à la reconversion en fait dans l'entreprise. Donc, vous avez eu Mathieu et Laurent qui vous ont parlé des métiers du numérique. Flavien qui vous a parlé de l'UX/UI en début de semaine. Hier, donc c'était avec moi pour les bases du développement web avec HTML et CSS. Et on aura Louis sur la partie données et data. Donc, on a modifié quelques petites choses. On a eu des retours en fait que lundi, donc c'était férié, effectivement. On a perdu un peu la notion du temps et du coup, on décalera le webinar prévu sur la data analyse à mercredi 15 avril, donc de midi à 13h30. Donc, ça sera notre dernier module
sur le format webinar, en attendant qu'on en lance d'autres en tout cas. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec les API. Le but, en fait, ça va être qu'on va automatiser ensemble certaines tâches. On va comprendre ce qu'est une API, en fait, à quoi ça sert. On va voir un peu des outils aussi. Je vais vous donner un petit peu des outils qui peuvent être assez sympas à utiliser dans votre vie quotidienne, que ce soit perso ou pro d'ailleurs. La nécessité des API. Et surtout, on va automatiser un process sans une seule ligne de code. Parce que je pense que la plupart des personnes qu'on a ici aujourd'hui sont intéressées par le code, mais ne savent pas forcément coder. Et du coup, il existe aujourd'hui des outils qui vous permettent de connecter, par exemple, deux logiciels entre eux sans passer par du développement web. Donc, ils ont déjà fait tout ça pour vous. Et c'est des super outils qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, les outils des entrepreneurs. J'ai essayé de vous faire un petit récap des outils qu'on utilise ici, nous, au Wagon, pour faciliter un peu notre vie de tous les jours. Je pense qu'on est assez pris tous par nos métiers respectifs et du coup, ça peut être sympa de gagner du temps sur certaines tâches qui n'apportent pas forcément de valeur ajoutée pour vos clients ou pour vous-même et du coup, d'automatiser ces tâches-là. Déjà, toute la partie design. On n'est pas forcément tous designers, on n'a pas forcément tous l'âme de design. Et du coup, je vous présente ces 3 sites qui vont vous permettre de gagner un peu de temps. Donc, à chaque fois, on va aller voir rapidement ce que c'est. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a Canva qui sert en fait qui est un peu en fait un outil, c'est qui vous permet de collaborer et de designer ensemble. Et ils ont pas mal de templates déjà disponibles. Donc c'est un super outil si vous n'êtes pas très créatif, en tout cas pour trouver de l'inspiration. Et vous pouvez directement créer sur cet outil. Voilà, donc ils ont déjà préparé que ce soit des présentations, des affiches, des bannières, des flyers. Donc vraiment, c'est gratuit. N'hésitez pas, ça, on peut trouver pas mal d'inspiration sur ce logiciel. Ensuite, on a Luca, qui s'appelait avant Logojoy, et qui permet en fait de générer des logos, des designs de logos très rapidement. Donc tout simplement, vous rentrez le nom en fait de votre compagnie. Ensuite, ça va vous poser quelques petites questions. Donc, par exemple, dans quelle industrie vous travaillez. Donc, on va mettre development, web development, ce serait peut-être mieux. Ça vous propose ensuite une liste de logos et vous choisissez ceux que vous trouvez les plus sympas. Donc, voilà, on va en prendre 5. Les couleurs que vous aimez bien, mettre le rouge. On peut ajouter un slogan si on veut. Très bonne question. Mettre une maison. On va pas faire cette étape. Et ensuite, ça va générer pour vous certains designs en fait de logos. Alors après, c'est payant pour les récupérer. Mais en tout cas, c'est vrai que parfois, ça peut être pas mal au lieu d'éviter de payer une agence ou si c'est juste pour commencer, et ça peut être pas mal pour vous donner certaines idées. Voilà. Et je ne sais pas si vous connaissez Undro. Donc Undro, je pense quand on va cliquer sur le site, ça va vous parler parce qu'on l'a pas mal vu sur certains sites internet aujourd'hui. Mais en fait, c'est une banque en fait de librairies, de petits dessins, de personnages qui sont mis en situation et vous pouvez donc vous pouvez personnaliser la couleur. Donc c'est toutes ces petites icônes qui sont en fait du SVG. Donc vous téléchargez en SVG et vous pouvez l'intégrer à votre site internet directement ou à vos présentations. Et c'est très très sympa. Et surtout, ce qui est très cool, c'est que vous pouvez modifier la couleur. Donc si votre site est plutôt dans les tons orangés, et même rentrer le code hexadécimal directement de votre charte graphique. Et donc récupérer tous ces petits logos.
Vous avez également, ouais, voilà, il y a également la possibilité de chercher et de taper directement aussi. Donc, c'est assez simple pour trouver. Et de suite, ça rend votre site beaucoup plus sympa. Vous inquiétez pas pour tous les liens, on vous les mettra dans l'email qui part donc à la fin du webinaire. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à tout taper d'un coup, on vous les remettra tous sans aucun souci. Donc voilà pour un peu. Oui. Il y a Christelle qui demande si Doro c'est gratuit. Oui, tout à fait. C'est Andro. C'est tout à fait gratuit. Ça permet, vous téléchargez en fait en SVG, vous pouvez l'intégrer, c'est libre de droit. Donc vous n'avez même pas besoin de les notifier, comme quoi vous utilisez ces symboles. Donc c'est super par rapport à ça. En revanche, ça s'est quand même pas mal vu l'année dernière sur beaucoup de sites. Donc il faut savoir le choisir, je pense, au bon moment. Nickel, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions liées à ces trois outils? Non. On est bon. Non? Ok, top. Pour diffuser votre contenu, j'ai séparé un peu en deux parties. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Hootsuite et Buffer. Donc, ce sont deux sites qui vous permettent en fait un peu de gérer vos réseaux sociaux. Donc, Hootsuite va être vraiment la plateforme la plus complète. C'est un peu le parrain de la gestion des réseaux sociaux, dans un sens. Ça va vous permettre de planifier et publier directement tous vos posts de réseaux sociaux. Pouvoir engager la conversation aussi avec vos fans, voir les personnes qui sont qui vous suivent le plus, etc. Avoir pas mal de rapports aussi que vous pouvez éditer. Et surtout, ça vous permet aussi de faire de la veille de contenu, donc en fonction de certains mots-clés. Je sais que nous, on l'utilise au wagon pour planifier le contenu qu'on va poster. Donc, c'est très intéressant et ça vaut le coup d'aller regarder pour avoir tout à un seul même endroit, au lieu de à chaque fois se connecter sur tous les réseaux sociaux et de poster à un moment T, quoi. Et en plus simple et en plus simplifié, on va avoir Buffer qui vous permet seulement en fait de planifier vos contenus de réseaux sociaux. Mais c'est une interface qui est quand même plus sympa à l'utilisation. Donc, si vous avez juste ce besoin-là, c'est intéressant d'aller regarder. Donc, tous les deux sont des interfaces payantes, mais ça vaut le coup parfois de payer un petit peu et de se simplifier la vie tous les jours. Ensuite, je voulais vous parler donc de Bitly et de Sniply. Donc, Bitly, ça permet de créer des URL qui sont plus courtes. Donc, je pense que vous avez dû le voir, mais au wagon, on l'utilise pas mal. Parce que des fois, quand on veut envoyer un contenu, quand on veut diffuser un contenu à quelqu'un, si il peut pas cliquer dessus ou si je sais pas pourquoi, il n'y a pas tout retapé dans l'URL. Par exemple, si on teste en allant sur Internet, on a le bit.ly voilà, de rendez-vous le wagon. Donc ça, on a créé un Bitly pour que vous puissiez prendre un rendez-vous avec nous à la suite de ces webinaires. Et bien, tout simplement, les personnes, vous avez vu, vous avez juste à taper bit.ly, rendez-vous _ le wagon. Je ne sais pas pourquoi il y a le plus qui se met, mais ça ne sert à rien. Et tout ça, en fait, ça réduit une URL qui, normalement, est longue comme celle-ci et que personne va taper, en fait. Et même quand vous postez sur les réseaux sociaux, c'est plus sympa d'avoir un URL qui est plus court au lieu d'avoir cette URL super long qui va prendre toute la taille de votre post sur les réseaux sociaux et qui sert un peu à rien. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Et donc, vous pouvez le personnaliser. À la base, ça va faire un bit.ly / AXG58, par exemple. Et là, vous pouvez le personnaliser et lui donner un nom. Donc, par exemple, nous, rendez-vous le wagon. C'est totalement gratuit aussi. Après, je crois que vous pouvez vous créer un compte pour suivre un peu plus comment on appelle ça, les rapports en fait, savoir ce qui a fonctionné, pas fonctionné en fonction si vous faites du test. Donc, il vaut mieux se créer un compte pour avoir toute l'historique qui va avec. Mais sinon, c'est totalement gratuit aussi.
Et ensuite, Je te, on a je te coupe. un petit outil Il y a qui Jessie qui s'appelle... demande pour Bitly, est-ce que Oui, le site peut faire du tracking pour connaître le nombre de clics? oui, tout à fait. Ça le fait déjà, en fait. Bah là, malheureusement, c'est pas moi qui l'ai créé, celui-là de Bitly, donc j'ai pas la main dessus. Mais je pense que je dois avoir quelque chose. Je dois déjà en avoir un. Voilà, et en fait, vous pouvez voir après le nombre de clics, d'où ça vient. Vous pouvez vraiment voir toutes vos stats. Et évidemment, bon, si voilà, on a la version payante, je pense qu'on a accès à beaucoup plus de stats et on va pouvoir personnaliser beaucoup plus. Mais ça vous donne Ok. déjà pas Et mal d'infos. j'ai une autre Et vous question de voyez Philippe d'où viennent les clics. qui demande si l'URL réduite de Bitly a-t-elle une date de validité? C'est une très bonne question, mais je ne pense pas, je ne crois pas, parce que parfois, moi, j'utilise des Bitly que j'ai créés il y a très très longtemps ou qui n'ont même pas été créés par moi. Donc, non, je pense pas qu'il y a eu... Merci. Je pense que c'est à vie. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'en ai utilisé qui était créé genre il y a 2 ou 3 mois et ça a pas, Super, merci. ça a fonctionné. Et Snipply, tout simplement, je pense que vous allez comprendre en fait quand on va aller sur le site, mais tout simplement, vous allez partager un URL et ça va vous permettre d'ajouter en fait un CTA, donc un call to action, c'est-à-dire un petit bouton ici à votre audience. Donc, imaginez, vous avez trouvé un super article dans Le Monde que vous voulez partager à votre communauté. Mais si vous leur donnez ce lien, eh ben, vous allez les perdre en fait sur le site du Monde. Ils vont jamais revenir sur votre site. Et là, ça vous permet d'ajouter ce petit call to action en disant le wagon, venez voir notre formation, s'inscrire par exemple, alors qu'ils ne sont pas sur votre site internet. Et ça, c'est hyper puissant. Donc c'est une super possibilité aussi. Et donc pareil, il y a une petite version gratuite. Et après, je pense que vous devez passer sur une version payante. Et pour terminer, je voulais vous parler de Medium. Donc, Medium qui est en fait c'est un blog où vous pouvez écrire et lire des articles. Mais nous, on s'en sert aussi pas mal pour échanger. Je trouve que les articles dessus donc, sont écrits pas forcément par des professionnels, ça peut être des particuliers. Et ensuite, vous pouvez donc vous abonner à certains comptes qui vous intéressent, avoir des notifications qui vous sont envoyées en fonction des articles qui sont publiés. Et surtout, vous, ça vous permet de publier un article très rapidement et de pas forcément avoir, vous, un blog à part entière. Vous pouvez tout publier sur Medium et vous bénéficiez de la vision et de la popularité de ce site. Donc, c'est assez sympa aussi. Est-ce qu'on a des questions sur diffuser votre contenu? Ouais. On est bon? Ok. Voulais vous parler dans un troisième temps, en fait, d'outils qui vous permettent de faciliter la prise de rendez-vous. Je pense qu'on a tous eu ce cas-ci, que ce soit d'ailleurs en pro ou en perso, où on a envoyé un email, on disait, ben voilà, bonjour, je pense que ça serait intéressant qu'on fasse un point. Du coup, je te liste mes dispos. Dis-moi quel jour tu préfères. Et après, on vous renvoie, OK, pour ce jour-là, j'ai cette date-là, enfin cette heure-ci, à 10h, à 11h, et de 13 à 14 où je suis disponible. Et ensuite, on attend encore l'email, on attend encore la réponse. Si ça prend un peu de temps, et ben en fait, finalement, on n'est plus disponible. Quelqu'un nous a mis un rendez-vous sur cette plage horaire et on recommence. Et du coup, on perd énormément de temps à trouver un rendez-vous comme ça, ou à trouver une plage horaire où tout le monde est disponible. Et du coup, ces trois possibilités vous permettent de faciliter la prise de rendez-vous, ou en tout cas d'être relié en fait à votre agenda et du coup de mettre à disposition un lien où les gens vont pouvoir juste cliquer sur cette URL, prendre un rendez-vous et directement sur une plage horaire où vous êtes disponible. Donc c'est plutôt pratique sur les rendez-vous qui sont à deux. Donc je sais que nous on l'utilise pour tous les rendez-vous, tous les entretiens qui peuvent être faits. Donc pour les personnes qui souhaitent intégrer le wagon Marseille, ils ont accès donc à
à mon carnet, à mon agenda. Et du coup, ils peuvent booker un rendez-vous sur les plages horaires que j'ai prédéfinies. Donc pour ça, nous, on utilise Meeting d'HubSpot. Mais sinon, c'est hyper simple aussi sur Calendly et You Can Book Me, qui sont deux versions gratuites, limitées mais gratuites, contrairement à HubSpot qui est payant. Est-ce que vous avez des questions sur ces trois Pierre qui outils? demande, pas dans la rubrique questions, pourquoi pas Google? Google Calendar, oui, c'est bien, mais il faut que vous donniez accès, si je ne me trompe pas, hein, aux personnes à votre calendrier. Et je suis pas sûre que vous puissiez mettre à disposition des plages horaires où les gens peuvent cliquer sur votre Google Calendar et prendre un rendez-vous directement, sauf s'ils ont la main sur votre calendrier. Donc, si vous travaillez avec des prestataires externes ou des personnes qui ne vous connaissent pas directement, je pense pas qu'ils ont accès à la Nickel, modification de merci. votre Il y a Delphine calendrier. aussi qui demande si l'agenda perso doit être sur Gmail du coup. Je suis pas sûre d'avoir compris. Si, c'est une bonne question. Les deux que j'ai fait, j'avais un compte, donc c'était un compte professionnel, donc qui est sur G Suite, et l'autre c'était un compte perso, mais qui était sur Gmail. Du coup, on peut aller voir sur Internet, tout simplement, quand on ne sait pas. Non, Google a 35 et iCloud. Donc ça marche sur plusieurs choses, par exemple pour Calendly. Et You Can Book Me. Ok. Eh ben, on va pas se faire toute la doc, mais à mon avis, c'est faisable sur plusieurs choses. Je pense pas qu'il se limiterait à Gmail. Ce serait pas très intelligent. Surtout qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont, de grosses sociétés qui sont sur Outlook. Donc, je pense que c'est ouvert à Super, plusieurs merci. possibilités. Une dernière question là-dessus. Il y a Hélène qui demande si ces outils peuvent être mis en relation Mhm. avec Gmail Calendar et Outlook. Mais ça... Les deux ensemble, je pense que vous pouvez automatiser certaines choses. En fait, en tout cas, vous pouvez mettre plusieurs calendriers ensemble. Ça, je sais que c'est possible. Parce que moi, par exemple, sur le wagon, donc on a un compte euh, pro, donc Gmail. Et comme mon compte pro Gmail est relié en fait à mon compte aussi perso, à mon calendrier perso, et ben quand je suis pas là au niveau perso, ben, ça me met off aussi sur mon compte pro. Et du coup, sur mon meeting d'HubSpot, ça me met comme quoi je suis pas disponible pour prendre un rendez-vous. Donc, vous pouvez essayer de jouer comme ça sur plusieurs calendriers, en donnant Nickel, les merci. autorisations à chaque calendrier. Hop, on a loupé. Ensuite, je voulais vous parler donc d'email et d'emailing parce que il existe des solutions qui vous permettent de personnaliser un petit peu les emails et surtout en fait de personnaliser l'envoi massif un peu d'emails en dehors de newsletter qui ça pour moi est vraiment à part et qu'il existe déjà pas mal de solutions. Mais ça, c'était des outils que moi je connaissais pas avant et que je trouve assez intéressants. Donc, je voulais vous parler de Yam dans un premier temps. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à cliquer, c'est pas grave. Donc Yab, en fait, c'est relié à une feuille de calcul en fait sur Google Drive. Vous créez une feuille, une feuille Excel. Vous mettez différentes colonnes, donc par exemple nom, prénom, email. Et ensuite, dans votre adresse email, vous allez créer un email en brouillon. Je pense qu'on peut essayer de faire un test si ça vous parlera mieux. Si j'arrive à me connecter.
OK. Et d'ailleurs, petite astuce, si vous voulez créer une nouvelle spreadsheet en fait sur Google, vous faites un sheet.new et ça en crée une nouvelle. Je vais juste la mettre sur mon bon compte, sinon ça va pas fonctionner. Des fois, je comprends pas trop Google. OK, bon, ça ne veut pas. On va passer à la mano. Voilà, donc juste on se crée un nouveau Excel. On va juste faire une colonne prénom et mail. Là, je vais mettre l'adresse email. Je vais mettre Pauline en prénom. Ici, je vais me créer un brouillon, donc test YAM par exemple, qu'on nommera bien la première fois. Bonjour. Et là, en fait, vous écrivez donc sur ce format-là. Ça va aller chercher en fait dans ma colonne prénom ici. J'espère que tu vas bien. On va faire un truc très simple, vu que je m'écris à moi-même. On le laisse dans ces brouillons. Et ici, je vais juste aller dans mes add-ons. J'ai déjà ajouté en fait le plugin YAM. Et ici, je vais faire, je vais commencer le merge entre les deux. Ça me demande de choisir la colonne qui va prendre le destinataire, donc bien la colonne mail. Là, je mets continue puisque je paye pas, en fait, je suis pas sur un plan pro ou perso. Je choisis le mail qui m'intéresse. Je peux envoyer donc un email test. Donc là, vu que je l'envoie qu'à moi, je me l'envoie directement. Vous avez jusqu'à 50 mails que vous pouvez envoyer par jour, enfin 100 récipients en fait, donc 100 personnes. Et il est là. Ok, ça n'a pas marché. Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai pas dû écrire de la même manière. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi. Parce que normalement ça marche. Alors, on a Pierre du coup qui demande C'est pas si grave. avec Mailchimp, on ne pourrait pas faire pareil. Vas-y. En fait, avec Mailchimp, vous pouvez envoyer des newsletters. Donc, vous avez ce système-là. Mais là, ça permet d'envoyer des mails assez simplifiés. Donc, il n'y a rien de fou en termes de design. Mais en tout cas, ça permet de personnaliser quand ça marche. Parce que là, évidemment, ça ne marche pas. Du coup, ça vous permet, vous envoyer par exemple à 100 personnes le même type d'email. Alors, bonjour, j'ai vu que tu étais venu à nos webinars. Tu serais peut-être intéressé pour prendre un rendez-vous avec nous ou autre. Et du coup, ça change les variables en fait que vous avez prédéfinies. Donc, par exemple, le prénom, vous pourrez avoir l'âge de la personne, etc. Et ça va les intégrer dans votre email par rapport au brouillon que vous avez fait. Donc, peut-être que ça fonctionne sur Mailchimp. Je suis pas assez calée pour vous dire si c'est vrai, mais ça marche bien normalement. Honnêtement, je sais pas pourquoi ça marche pas. J'ai dû faire une erreur, mais c'est pas grave, on va pas passer trop de temps là-dessus. Le principe, c'est que cet outil fonctionne. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir et à l'utiliser. Ça marche vraiment bien. Et nous, quand on l'utilise, on a un bon taux d'ouverture et de retour, puisque les personnes ont l'impression, dans un sens, que j'ai vraiment envoyé le mail moi-même et que c'est un mail personnalisé. Pierre a plein de questions. Est-ce que c'est du publipostage? Oui, ça ressemble. Et du coup, on a Gemas qui fait à peu près la même chose. Je ne l'ai pas utilisé pour le moment, je sais juste que ça existe et donc qui est directement intégré en fait à Gmail. Donc si vous avez beaucoup de données, vous pouvez jongler sur les deux.
si vous voulez envoyer beaucoup plus d'emails que 100 par jour, en fait. Voilà. Ensuite, pour la collaboration d'équipe, nous, au wagon, on utilise donc Trello pour la gestion en fait, de suivi de projet où là, vu qu'on est tous confinés chez nous, pour savoir un peu mieux qui travaille sur quoi et où est-ce qu'il en est. Donc, on a un système très simplifié de tableaux où on a une colonne à faire, en cours et finie. Et du coup, ça nous permet sur tous les sujets de pouvoir voir un peu l'avancée sur du long terme. Donc ça, c'est assez pratique. Pareil, Trello, vous avez une version freemium. Où vous avez accès, je crois, à 4 tableaux gratuitement avant de passer sur une version payante derrière. Donc c'est assez sympa aussi. Slack pour de la communication. Donc Slack, ça ressemble à cet outil. Hop, là, voilà. Et ça vous permet de communiquer en fait avec plusieurs personnes, donc soit en mode de chaîne, soit en mode individualisé, et vous pouvez créer des espaces de travail. Donc là, par exemple, le wagon, nous, notre entreprise, etc. Donc c'est très sympa aussi. Vous pouvez faire des appels visio dessus aussi et des appels audio et un partage d'écran. Donc c'est assez bien. Et ensuite, on utilise Notion. Donc, Notion qui ressemble, c'est comme un wiki, mais beaucoup plus amélioré dans un sens. Et ça vous permet de faire de la prise de notes, de la suivi de gestion et surtout de pouvoir écrire en fait des process, partager avec votre équipe. Donc, c'est très sympa aussi comme outil pour collaborer. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on peut passer à la dernière étape avant de rentrer dans le vif du sujet des API? Ok. Sur la visioconférence, puisque je pense qu'on on a tous été impactés avec le contexte actuel, donc je voulais juste vous faire un peu nos retours et nous les outils qu'on utilise. Donc en fait, on utilise Whereby qui s'appelait avant, j'ai un trou de mémoire, qui s'appelait avant, je ne sais plus, c'est pas grave, parce qu'ils viennent juste de changer, il y a en gros 6 mois, ils viennent de changer de nom et de logo et de charte graphique. Donc on a Whereby et Slack qu'on utilise pour quand c'est de la visio juste de 2 à 4 personnes. Donc ce qui est très intéressant avec Whereby, c'est que ça vous permet de garder un peu comme ça vous fait un lien privilégié et vous pouvez vous connecter à n'importe quel moment. Vous n'avez pas besoin en fait de créer un meeting, ça garde le même lien sur la durée. Donc ça c'est super sympa. Voilà, en fait, ça crée une room, donc un peu un espace où vous pouvez vous connecter tout le temps. Et donc, vous pouvez envoyer à vos clients et ce sera toujours le même lien, par exemple. En revanche, c'est limité jusqu'à 4 personnes. Donc, on a Slack. De 2 à 15 personnes, pareil, on utilise sur Slack pour de la visio et de l'audio parce que ça marche très bien aussi. Et si tout le monde a Slack, en fait, c'est assez simple. Quand on passe à plus de 15 personnes, on passe sur du Zoom, nous, qui est vraiment l'outil de visioconférence qu'on va utiliser par exemple pendant nos formations. Là qu'on va commencer sûrement à distance. Donc on utilise Zoom pour les cours, parce que c'est très bien aussi. Et sur un outil plutôt orienté webinar, ou en tout cas plus de 50 personnes, eh ben, on a testé Livestorm et on en est très content. Je sais pas vous, après votre vision en tant que participant, mais en tout cas en tant qu'organisateur, c'est vraiment top. Du coup, on le recommande vraiment pour la suite. Oui, il y a une question de Caroline qui est arrivée un peu trop tard pour les 3 outils que tu as présentés tout à l'heure pour la collaboration. Elle dit aucun intérêt d'utiliser ces 3 outils de collaboration avec des outils Microsoft type Teams. Non. C'est différent. Teams, c'est un peu le même système que Slack pour moi. Sauf qu'en fait, c'est relié directement à votre compte Outlook ou Office 365, si je ne me trompe pas. Donc, c'est totalement différent. Après, ça peut vous permettre d'avoir un outil externe
Donc, pour moi, si vous avez Teams, vous n'allez pas forcément utiliser Slack, puisque c'est ce que vous pouvez faire à l'intérieur, et vous n'allez pas forcément... Et vous pouvez utiliser Trello. Je sais pas si dans Teams, il y a un système un peu de Trello ou de gestion de projet. Et je sais que vous avez la partie wiki dans Teams, mais j'ai eu des retours comme quoi elle n'était pas forcément top. Donc moi, je vous conseille d'utiliser quelque chose comme Notion ou Slite, Slite, qui vous permet voilà, d'écrire des process, d'échanger, de collaborer sur des documents. Je vous propose qu'on passe à la partie API. Donc, ces API, qu'est-ce que c'est? Donc, on va voir ensemble rapidement quelle est la définition d'une API, à quoi ça sert, pourquoi c'est en vogue un peu aussi en ce moment, pourquoi tout le monde en parle, pourquoi on voit ce mot écrit partout. On va après, je vais vous présenter rapidement un exemple concret et après on passera au process qu'on ne va pas coder et du coup qu'on va essayer de créer ensemble avec un outil externe. Donc ça, on l'a vu hier pour ceux qui étaient là, mais du coup, qu'est-ce qui se passe rapidement quand on va sur un site web pour qu'après je puisse vous montrer la différence quand on intègre une API. Donc, on va taper une URL et on va avoir un résultat qui va s'afficher, donc une page web en fait, qui va s'afficher. Tout simplement, ça veut dire qu'on a un client. Donc, le client, ça va être notre ordinateur qui va utiliser un navigateur. Et donc, l'utilisateur va se connecter sur ce navigateur. Il va envoyer un lien, une requête HTTP, donc à un serveur. Et ce serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer une page web sous un format HTML qu'on a vu hier, mais aussi qui ajoute du CSS et du JavaScript pour rendre cette page plus jolie et plus sympa à utiliser. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, HTML, ça vous permet d'avoir le contenu et la structure de votre page. Le CSS, c'est tout ce qui est orienté design, donc ce qui permet voilà, d'afficher les titres dans un certain style, de faire tout ce design. Et le JS, d'animer votre page Internet. Et on verra tout à l'heure comment ce schéma change quand on intègre des API. Donc, les API, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, qu'est-ce que veut dire en fait cet acronyme un peu mystérieux? Donc tout simplement, ça veut dire Application Programming Interface. Donc je pense que ça vous arrange pas beaucoup. On ne sait pas trop ce qu'on met derrière. Donc en fait, en français, qu'est-ce qu'on fait? On va lire à l'envers. On va dire que c'est une interface qui est utilisée donc, par des programmes et ces programmes, ils vont interagir avec des applications. OK? Donc, on a 3 notions. On a interface, on a programme et on a application. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde avec un exemple un peu plus concret dans la vie de tous les jours, comment on peut s'en servir. Donc, prenons l'exemple d'une télé. Donc, on va définir la télé comme notre application aujourd'hui. OK? Cette télé, c'est dommage parce que je ne peux pas vraiment vous poser la question, mais à votre avis, qu'est-ce qui nous permet d'interagir avec une télé? Je vous laisse réfléchir quand même un petit peu. Je ne sais pas si si vous voulez l'écrire par exemple dans le chat. Et Hélène, tu me dis s'il y a quelques réponses. À votre avis, quel est l'outil qui nous permet d'interagir avec la télé? Alors, il y a télécommande, qui est répété pas mal de fois, AirPlay et l'écran. La connexion Ouais. Ok. Alexa. Ouais. Tout simplement, on a une télécommande. Ok. Cette télécommande, elle va nous permettre d'interagir directement avec la télé, elle va nous permettre de changer de chaîne, elle va nous permettre de l'allumer, elle va nous permettre d'augmenter le son. Elle fera tout ça. Sauf que ça, une télécommande, c'est utilisé par un humain. Sauf que dans la vraie vie, une API, c'est pas utilisé directement par des humains. C'est ça qui est vraiment important à retenir, c'est que derrière, c'est pas un humain qui l'utilise, c'est des programmes. Donc, si on reprend un peu notre vision de télé, on pourrait dire qu'on a une télé, on a une télécommande, et derrière, on a Wally, en fait, qui est en train d'appuyer sur les chaînes. On lui demande d'appuyer, on dit Wally, vas-y, change-moi la chaîne, mets la 2, mets la 3, mets la 4, augmente le son, éteins la télé, s'il te plaît. Et tous ces programmes, ils ont été développés par qui? Par un humain, et donc, en fait, par des développeurs. OK? Donc, ce qui est hyper important et ce qu'il faut retenir, c'est qu'une API, dans une API, il n'y a pas de notion d'interface utilisateur. C'est vraiment un programme qui va utiliser cette interface. En revanche, ce programme, il a été codé à un moment, il a été pensé par des développeurs derrière.
Donc, ce ne sont pas les utilisateurs directement en fait, qui vont utiliser directement une API. C'est pas nous en tant que personne. On va se lever un matin, on va dire bon vas-y, ce matin j'utilise l'API de Google. Non, ça marche pas comme ça. En revanche, on va aller sur des sites. Donc, par exemple, on peut prendre un Deliveroo ou un Uber Eats qui vont eux-mêmes utiliser des API. Je pense qu'on a tous eu ce moment où on a tous commandé sur Uber Eats ou sur Deliveroo. Et en fait, après, on a suivi le petit livreur. On l'a traqué un peu. On a dit, bon, OK, est-ce qu'il prend le chemin le plus court? Quand est-ce qu'il arrive? Et c'est bon, il est en bas de chez moi, je vais enfin pouvoir manger. Et ben du coup, là, ce qu'ils ont fait, Deliveroo, Uber, plein d'autres sites, bah, ils ont utilisé, par exemple, l'API de Google Maps pour afficher la carte et vous permettre de suivre en direct ce petit livreur et savoir où il est et quand est-ce que votre nourriture va arriver et quand est-ce que vous allez enfin pouvoir manger. Donc une API, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça va exposer un service. OK? Et on va avoir un programme qui va le consommer. Et ce programme, il sera écrit par des développeurs. Mais si on prend encore une dernière analogie, après, promis, j'arrête avec mes petits exemples. Mais du coup, on peut prendre l'exemple d'une prise électrique. Donc, une prise électrique, on va avoir la prise donc, qui est au mur. OK? Et ça, pareil, un humain, ça peut pas l'utiliser directement. Bon, en tout cas, je le conseille vraiment pas. Je pense que ça va pas vraiment nous réussir. Mais du coup, ça, cette prise électrique, pour moi, à votre avis, plutôt, je vais poser quand même la question, c'est un service ou c'est un consommateur? On a des réponses, Hélène? Il y a un petit souci de connexion et tout le monde parle de service. OK, c'est bon, c'est ça, bravo. Donc oui, effectivement, la prise en fait qui est au mur, ça va être un service, puisque ça va exposer un service qui est en fait le service d'électricité. Et après, on a bon nombre d'appareils électroménagers. Par exemple, j'avais pris le grille-pain, qui va être en fait un consommateur et un consommateur de cette électricité. Si on revient juste rapidement, cette interface-là qui est disponible, ce qui est important à savoir, c'est que on doit respecter un certain nombre de codes pour l'utiliser. Puisque là, vous voyez, c'est une prise. Alors, je pense que c'est américain, si je ne me trompe pas. Euh, donc, effectivement, on va pas avoir la prise pour le frigo Siemens, la prise pour le frigo Electrolux, la prise pour l'autre frigo. Si chaque marque avec sa propre prise électrique, ce serait vraiment galère. Du coup, en fait, l'interface qui est mise à notre disposition, on doit respecter un certain nombre de standards pour pouvoir l'utiliser. Ça va être pareil au niveau des API. Les interfaces, ça va nous mettre à disposition une documentation qu'un développeur va lire et qui va nous donner en fait comment on doit interagir avec cette API. Désolée, j'ai juste mon téléphone qui sonne à côté. Hop. Et il existe un super site, je vous conseille vraiment si vous voulez y aller, qui s'appelle Programmable Web et qui vous permet et qui recense en fait surtout bon nombre d'API qui existent et comment vous pouvez les utiliser. Après, ça vous met les bons liens vers les documentations et tout ça. Donc, on voit que les plus utilisés dans le monde, on va avoir Google Maps, Twitter, YouTube, Flickr. Ça m'étonne pourtant, mais ça existe encore. Facebook et bon nombre d'autres possibilités. Je voulais... Allez, on va le faire en 5 minutes. Un dernier exemple. Donc, pour une API qui s'appelle Mapbox, en fait. Donc, je voulais qu'on se mette à la place d'un ingénieur à Airbnb. Et on lui a dit, voilà, on a des personnes qui veulent louer leur appartement, qui vont remplir un formulaire avec les photos, les dates, les disponibilités, le prix et surtout l'adresse où il se trouve. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir mettre ces adresses, mettre à disposition les appartements sur une carte sur Airbnb. Et en fait, comment on va faire pour transformer cette adresse en coordonnées GPS qu'on va pouvoir utiliser sur une carte? Et tout simplement, on va utiliser une API type Mapbox qui va faire du géocoding, donc qui va transformer
une adresse en coordonnées GPS. Donc ça, c'est par exemple une API qui est disponible, qui est gratuite aussi, qui a un service en fait freemium. Vous avez jusqu'à un certain nombre de requêtes fait sur l'API. C'est gratuit et après ça devient payant. Et je voulais vous montrer la différence avec le schéma de tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un client, un utilisateur qui va remplir un formulaire donc, sur la page d'Airbnb. Donc remplir un formulaire pour intégrer son appartement, pour ajouter son appartement. Dans ce formulaire, il va remplir un champ avec une adresse, puisque honnêtement, personne connaît, je pense, les coordonnées GPS du lieu où il habite. Ça m'étonnerait. C'est envoyé donc au serveur Airbnb. Et le serveur Airbnb, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une requête HTTP à l'API de Mabox. Et cette API, elle va transformer, elle va afficher en fait la donnée au serveur. Elle va lui renvoyer la donnée transformée en format donc soit JSON, CSV ou XML. Donc dans le cadre de l'API de Mabox, c'est du JSON. Donc c'est en fait une extension en fait de fichier. Ça peut être la même chose qu'un .doc, .word, .ppt. C'est juste que ça c'est pour de la donnée et donc c'est un JSON. C'est un format différent. Ça va l'envoyer donc au serveur Airbnb. Et le serveur Airbnb, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va renvoyer une page au client en disant, ben voilà, ton appartement, il est bien rentré dans notre base et il se trouve à cet endroit-là et tu peux prévisualiser où est-ce qu'il se trouve sur une carte. Donc, c'est une version très simplifiée, mais c'est pour vous expliquer comment fonctionne en gros une API. Okay. Donc, on a fini sur cette partie. Avant de passer donc à l'automatisation sans coder. Est-ce qu'on a deux, trois questions? Hélène, pardon, désolée. Non, désolée. Donc, l'automatisation, on va essayer de créer ensemble une automatisation en fait d'un CRM. Donc, tout simplement, on va avoir besoin d'une manière en fait qui va nous permettre de récupérer des informations de leads, de personnes qui sont intéressées par notre produit, par exemple. Et dans un second temps, on va vouloir en fait consolider cette donnée dans un outil qui est de gestion que nous on va utiliser. Donc pour ça, tout simplement, on va utiliser pour récupérer des informations, on va utiliser donc un Typeform. Ok, donc c'est le même système un peu que Google Form. Donc c'est un formulaire en fait. Et ensuite, on va utiliser Trello comme outil de gestion et comme outil en fait de CRM. Je te coupe encore, je suis désolée. J'ai Et ce qui va nous manquer, un peu en retard comme d'hab. oui, C'est Mika qui demande ce serait quoi la meilleure licence pour créer une API open source? Pour ramener au sujet d'avant, pour la créer meilleure une API licence. open source. Je comprends pas trop la question en fait. Alors, Ça dépend Mika, ce que tu entends par licence. envoyer un message pour qu'on comprenne un peu. Ouais, et si tu veux, on répondra à la fin si tu veux, Mika. Si tu veux leur expliquer en attendant Ok, bon, merci. Et on répondra. Et en fait, voilà, ce qui va nous manquer, c'est l'outil qui va nous permettre de connecter les deux ensemble. Donc ça, on en a parlé. Et tout simplement, l'outil au milieu, ça va être Zapier. Donc Zapier, si vous ne connaissez pas, c'est un super outil qui vous permet et qui va changer votre vie si vous ne le connaissez pas. Moi, ça a changé la mienne. C'est vraiment top comme outil et ça vous permet tout simplement de connecter deux applications entre elles et en ayant prédéfini en fait un chemin et une action qui va engendrer une autre. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va se créer le Typeform qui va bien et on va se créer un Trello qui va bien aussi. Hop. CRM, webinar.
Ok. Normalement, dans un CRM, on va avoir plusieurs colonnes et c'est comme ça que fonctionne Trello. Ça fonctionne sous format de liste et ensuite de petites cartes. Donc, on va dire, là, on va mettre réponse formulaire, contacter, entretien, par exemple, et étudiant. On va le faire dans le cadre du wagon, par exemple. OK. Et à l'intérieur, on va avoir des cartes en fait qui vont se mettre. Et le but, ça va être d'envoyer la donnée du Typeform qu'on va récupérer dans des petites cartes en fonction de la colonne. Donc là, une réponse formulaire va aller dans la première colonne. Au niveau du Typeform, alors, je crois que j'ai déjà un compte. Si j'arrive à me souvenir des codes, on va faire comme ça, je pense. Ce sera plus simple. Ok, donc j'avais déjà un test, on va le supprimer. Et on va en rajouter un autre. Donc là, juste petite chose, quand vous allez choisir des templates, choisissez dans les premiers, parce qu'après les autres, ils ont une version payante, sauf que je trouve que c'est très mal fait sur Typeform et ça vous dit pas que en fait vous êtes sur une version d'essai, parce que vous avez la version gratuite de Typeform. Et du coup, une fois que vous avez tout bien créé, vous pouvez pas le publier tant que vous n'avez pas payé. Vous avez, en gros, vous avez tout fait, fait tout ça pour rien. Donc faites juste attention. On va en choisir un très simple, nous, au début. On va choisir le premier et on va utiliser ce template. Donc, la différence en fait entre Google Form et Typeform, c'est plus orienté marketing. Et c'est vrai que ça a des templates un peu plus sympas que Google Form. Mais Google Form fait très bien l'affaire si vous avez l'habitude de l'utiliser aussi. Et là, donc ça va avoir déjà des petits messages tout faits, mais on va essayer de construire ensemble ce formulaire. Donc, en vrai, il est déjà super bien celui-là. Donc, je pense qu'on va rester comme ça parce qu'il me paraît bien. Donc, on a une première page d'accueil. Ensuite, ça nous demande pourquoi on a rempli ce formulaire. Est-ce qu'on veut en savoir plus? Est-ce qu'on va avoir des feedbacks? Est-ce qu'on veut avoir des conseils? Ou est-ce qu'on veut juste parler ensemble? C'est celle-là qu'on va enlever, je pense. Hop. Ensuite, ça nous demande notre prénom. Et il y a un truc très sympa avec Typeform, c'est que ça vous permet de récupérer la donnée qui a été remplie dans une question précédente. Donc là, par exemple, si on va dire, moi, je veux en savoir, je veux avoir. Ok, je veux juste parler, juste qu'on échange. Je vais mettre mon prénom. Et là, de suite, ça va mettre, ok, est-ce que tu peux me donner aussi ton adresse email, Pauline? Donc, il y a une côté un peu personnalisé qui est très sympa aussi avec Typeform. Et là, je vais rentrer mon adresse email. Ok, top. Franchement, ça me paraît pas mal. Le test, il fonctionne. Donc, on est bon, on va le Caroline publier. demande si sur Google Form, il y a des modèles de questions prédéfinis. Vous avez des templates aussi. Donc, je sais pas s'il y a des modèles de questions directement, mais je sais qu'il y a des templates qui existent, donc ils vous font le design. Après, je suis pas sûre qu'ils vous donnent les questions. Donc là, il est publié et notre Trello est publié et dispo aussi. Donc, on va revenir sur Zapier. Zapier, vous pouvez vous créer un compte gratuitement. Il y a une partie freemium. C'est vraiment un peu le business model de tous les outils aujourd'hui. Ils vous mettent à disposition, ils vous appâtent un petit peu avec une petite partie. Et après, si vraiment vous en avez besoin ou vous souhaitez l'utiliser beaucoup plus, vous passez à la version payante. Donc là, avec la version gratuite, on a le droit en fait à 5 zaps, donc à 5 actions qu'on va automatiser et jusqu'à 100 requêtes en fait par mois. Ouais, c'est ça. Donc honnêtement, c'est déjà pas mal. Ça dépend après de l'activité que vous avez dans votre entreprise, mais c'est déjà plutôt correct. Donc là, je vous
je vous propose qu'on crée le zap. Donc le zap, qu'est-ce qui va se passer? C'est on va créer l'action qui va relier donc Typeform à Trello. Donc on va choisir notre application Typeform. OK. On va choisir l'application Trello. Et une fois qu'on a choisi nos deux actions, ça va en fait, on va devoir choisir l'action qui va déclencher en fait l'automatisation. Donc sur Typeform, ça va être une nouvelle entrée, c'est-à-dire une nouvelle donnée, un nouveau formulaire qui a été créé. Et sur Trello, on va vouloir ajouter une carte. Voilà, donc vous voyez toutes les listes de possibilités, hein. C'est vraiment impressionnant. Vous allez pouvoir enlever une checklist, ajouter une checklist, enlever une carte, modifier la carte, etc. Il y a vraiment énormément de possibilités. Et nous, on va juste vouloir créer une carte. Et on va utiliser ce zap qu'on va renommer CRM Webinar. Donc là, à chaque fois, ça va vous demander en fait de vous authentifier sur les deux applications. Donc ça va aller chercher vos données. Donc oui, je vais utiliser mon compte Typeform. Je l'ai déjà utilisé, donc en fait, normalement, ça me reconnaît. Ça va choisir le formulaire qui m'intéresse. Est-ce que je l'avais? Alors, je vais juste le renommer. Peut-être pas, peut-être que j'en ai pas besoin. Ok, donc ça l'a déjà reconnu. Donc Contact Form. Je continue. Et là, je peux tester pour voir si j'ai de la donnée en fait. Donc ça a créé en fait une fausse donnée au début, mais ça fonctionne bien. Voilà. Et ici, je vais pouvoir créer ma carte. Donc je vais sélectionner mon Trello. Choisir le tableau qui m'intéresse, choisir la liste. Donc là, pareil, dans le tableau, ça va récupérer les différentes colonnes que j'ai. Moi, je veux que ça aille dans réponse formulaire. Là, ça va être quel va être le nom de la petite carte que je vais créer. Donc, qu'est-ce que je veux afficher comme information? Donc, moi, je vais vouloir afficher. Je vais regarder toutes les possibilités. Je vais vouloir afficher mon prénom, en fait. Je pense que c'est le plus intéressant là dans le formulaire que j'ai créé. Et ensuite, à l'intérieur de la carte, à chaque fois, on va avoir une petite description. On va pouvoir renseigner les informations. Donc là, je vais pouvoir personnaliser un peu les réponses. Donc, mettre, par exemple, pourquoi il nous a contacté. Mettre l'email aussi. Hop. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et quand est-ce qu'il a répondu. Voilà. Il faut savoir également que ici, vous allez pouvoir personnaliser cette petite description en utilisant donc, le langage Markdown. Donc, vous pouvez cliquer ici et vous avez plusieurs possibilités. Ça va vous expliquer en fait comment vous allez pouvoir mettre en gras, donc avec des astérix par exemple. Donc là, si je mets le jour en fait où il y a eu la soumission, on a submit, normalement, ça devrait le mettre en gras dans mon Trello après derrière. Ensuite, vous pouvez personnaliser encore les informations que vous envoyez. Donc, sur Trello, vous pouvez mettre des labels, donc rouge, vert, et en fonction. Donc, pour le moment, on va rester simple. Vous pouvez choisir si votre carte, elle arrive donc en bas ou en haut de la liste. L'attribuer à un membre automatiquement du Trello. Donc là, je pourrais m'attribuer automatiquement tous les nouveaux leads qui arrivent. Ajouter voilà, une date limite, ajouter un fichier aussi automatiquement dessus. Enfin, voilà, vous pouvez tout personnaliser. On continue. Et on va faire test and continue. Normalement, ça va. Ça a dû envoyer de la donnée sur mon Trello. On va voir si ça fonctionne. Et ensuite, je peux juste... Là, vous n'avez pas vu, vous voyez pas, mais en gros, je suis en train de mettre en live, en fait, mon zap. Et du coup, maintenant, ça va fonctionner dès qu'on va avoir un nouveau
formulaire rempli. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous l'envoyer. Vous allez répondre et on va voir si tout s'affiche bien. Cher. Hop. Action. Voilà, je vous laisse aller tester. Et on va voir si ça fonctionne. Donc, il faut savoir que normalement, le Zap donc, va aller chercher de la donnée toutes les 15 minutes. Mais là, on va pouvoir faire une petite manip qui va, en fait, on va lui dire, bah, maintenant, va chercher de la donnée directement. Est-ce que tout le monde a bien réussi, a bien accès, en tout cas? Oui. J'ai l'impression que ça va aller. Ouais. Ok. Et ben voilà, regardez. Charles, Toto, Irène, Delphine, Jérôme, Pat, Emma, Daniel, Mika, Paul-Henri, etc. Et du coup, si je clique dessus, j'ai bien les réponses à chaque fois, description, et ça me met et ça me décrit tout. Voilà ce que je voulais vous montrer. Également, là, ce qu'on pourrait automatiser si on va plus loin dans cette automatisation, ce qu'on pourrait faire, c'est ben, quand je passe ma carte dans Contacter, et ben là, pareil, j'ai un zap que j'ai créé qui fait que quand la carte ici, elle passe de la liste formulaire à la liste Contacter, ça envoie un mail automatiquement en disant bonjour, j'ai vu que tu étais intéressé par notre formation. Est-ce que ben, prends rendez-vous avec nous pour pouvoir en discuter? OK. Ça passe dans Contacter. Si le rendez-vous a été pris, on pourrait dire qu'on a une automatisation qui va chercher la donnée et qui le met ici. Quand ça passe dans Entretien, pareil, ça envoie un autre email. Et quand on sait qu'il est étudiant, bah, ça envoie un autre email ou ça envoie, bah, par exemple, un Slack à notre équipe et ça dit, bah, voilà, +1 pour la première session. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut automatiser et ça évite bah, de nous faire à la main des choses qui peuvent être faites par un ordinateur et surtout que ce sont bah, des moments qui sont importants et je pense que c'est important d'être réactif, c'est important d'envoyer de la donnée très rapidement et du coup en passant par des automatisations comme des outils comme Zapier, bah, ça vous fait gagner du temps et je pense que c'est hyper puissant comme outil. Merci à tous. Ce que je vous propose, bah, c'est que vous puissiez poser vos questions dans la partie questions. Et en attendant, on va récapituler un petit peu les informations importantes et parler un petit peu de la formation pour ceux qui ont des questions et qui n'étaient pas là sur les précédentes sessions. Donc, comme on le fait à chaque fois, on va vous envoyer du contenu supplémentaire tout à l'heure. Donc, on va vous envoyer tous les outils des entrepreneurs que j'ai pu aborder avec Zapier. Et vous allez avoir un petit défi du jour qui est de créer bah, votre propre automatisation sur Zap, quelque chose qui va vous faire gagner du temps dans votre vie de tous les jours. Et vous pouvez les partager après. Et on sera ravis de voir bah, comment vous utilisez tout ça. Ensuite, vous pouvez participer donc, au dernier événement du Wagon Marseille, donc à la série d'événements qu'on a organisé de webinars. Donc, le prochain sera sur de la donnée, donc avec le langage SQL, et il aura lieu mercredi prochain, 15 avril, donc de midi à 13h30, et il sera animé par Louis, donc le cofondateur du Wagon Marseille. Ensuite, vous pouvez continuer à aller sur notre site, voir notre formation, avoir des témoignages d'alumni, etc. Si vous avez besoin qu'on vous mette en relation aussi, on le fera avec plaisir. Et dans un quatrième temps, si jamais vous avez envie de discuter un petit peu de projet, maintenant vous avez vu 3 métiers. C'est ça, vous avez vu UX designer, développeur et une partie du gros hacking, parce que c'est vraiment une petite partie qu'on a vue aujourd'hui. Et du coup, si vous avez envie d'en discuter un peu plus, discuter de vos projets,
et discuter vos plans de formation. On sera ravis d'en parler avec vous. Hélène va vous mettre à disposition, je crois, sur le lien Bitly, donc vous puissiez prendre rendez-vous avec nous. Désolée, j'ai plus de voix. Hop. Oui, tu lire normalement. On peut passer aux questions? Ouais. Très bien. On va passer Donc, il y en a pas mal qui ont été répondus pendant la session, mais il en reste une technique de Florian qui demande quid de la confidentialité des données avec Zapier? Et ben, les personnes ont consenti à donner leurs données sur les 2 applications. Donc, normalement, il n'y a pas de problème sur Zapier. Très bien. Et après, pardon, j'ai un problème technique. En fait, il n'y a rien qui reste en mémoire sur Zapier. C'est vraiment juste un push d'informations d'un outil à un autre. Donc, il n'y a aucun souci normalement. Par exemple, là, sur Typeform, quand vous envoyez vos réponses, vous consentez à ce qu'on garde de la donnée. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Hop. Je vais aller dans les questions aussi. Oui, tout à fait. On a un programme détaillé avec le temps consacré. Je peux vous repartager mon écran et vous montrer ça. Hop. Donc, voilà en fait un peu à quoi ressemble la formation du wagon en 9 semaines. Donc, c'est un peu aussi l'ascenseur émotionnel que les étudiants vont avoir et que vous pourrez avoir si jamais vous rejoignez la formation. Donc, tout simplement, on a un premier jour où on fait le setup de l'ordinateur pour que vous ayez un ordinateur qui a un bon setup et qui soit bien parti donc, pour développer avec tous les bons logiciels, etc. Ensuite, on passe une semaine et demie sur le langage Ruby. On continue à avoir du Ruby avec de la programmation orientée objet. Donc ça, c'est la partie OOP et le petit emoji là, qui a peur, parce que normalement, c'est la partie un peu la plus complexe de la formation, où vous commencez à avoir une structure d'application avec plusieurs liens, plusieurs pages, plusieurs onglets. Il faut faire le lien entre toutes ces pages, etc. Donc, c'est là où ça commence à se complexifier un petit peu. Ensuite, on a une semaine sur les bases de données, donc avec SQL. Après, on va avoir du front. Donc, on a, si je ne me trompe pas, on a 3 jours d'HTML, CSS, on a 4 jours de JavaScript. Donc là, pareil, ça se passe plutôt bien. JavaScript, on a un petit peu des personnes qui ont un peu plus de mal, mais normalement, ça plaît à tout le monde puisqu'on commence à voir la puissance de ce qu'on a pu construire. Et concrètement, avoir du back, c'est bien, mais si on n'a pas le front qui va avec, du coup, on voit rien sur Internet, donc ça sert à rien. Donc c'est ça qui devient intéressant. Et après, on a Rails, donc le framework Ruby on Rails qui vous permet d'automatiser la création d'applications, où là, vous passez une semaine aussi dessus. Vous voyez de long en large et en travers. Et là, vous avez vraiment la vraie structure d'une application. Vous travaillez sur du back et sur du front pour créer des applications. Et tout ça, vous le mettez en pratique sur 2 projets, donc pendant les 3 dernières semaines de la formation. Une semaine sur un projet type Airbnb en groupe, donc une plateforme de marché où vous allez choisir le thème de la plateforme de marché en groupe, et un projet sur 2 semaines qui aura été sélectionné par votre groupe pendant une soirée qu'on appelle la Pitch Night, où tous les étudiants en fait vont présenter un projet, présenter une idée qui leur tient à cœur. On a un vote. Là, on sélectionne les projets qui sont qui intéressent le plus de personnes dans la promotion. Et vous êtes mis en groupe sur ces projets. Vous allez bosser ensemble les 3 semaines, donc sur la semaine Airbnb et sur le projet qui aura été sélectionné. Donc voilà un petit peu le découpage des 9 semaines de la formation. Et après, si vous téléchargez le syllabus, vous avez encore plus de détails sur le contenu de chaque semaine. On a d'autres questions? Alors, il y a une question de Caroline qui demande c'est quoi l'option wiki évoquée tout à l'heure? Donc sur Office 365.
De notions, on veut parler, je pense. En fait, wiki, je crois que c'est juste alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je crois que c'était juste un fichier en fait qui permet de prendre des notes, ou en tout cas d'écrire des process, etc. Et du coup, nous, on utilise Notion pour ça. Mais il y a pas mal d'autres possibilités. On a parlé aussi de Slide tout à l'heure. Et alors, il y en a quelques-unes qui fusent. Christelle demande qu'est-ce que c'est que OOP déjà? OOP. Je suis pas sûre de la prononciation. OOP, ouais. OOP, c'est Object Oriented Programming. Donc, en fait, c'est une manière de coder, en tout cas. Les langages type Python, Ruby, etc. s'appuient sur la programmation orientée objet. Donc, c'est juste un chapitre où vous allez commencer à avoir une structure d'application. Merci. C'est un chapitre du programme. Alors, Philippe demande à quoi sert Plaisy vs API avec Zapier. Plaisir, c'est pas juste, c'est comme un PowerPoint mais en ligne. Ou c'est moi qui me trompe, mais ok, non, c'était c'est une autre chose auquel je pensais. Euh, Alors, plaisir, j'ai l'impression que c'est pour les emails automatisés, de réussir votre stratégie inbound marketing, puis de l'automatiser tout en restant humain. Je pense que les deux peuvent se conjuguer. Je pense que c'est pas du tout la même cible. Et en tout cas, sur plaisir, je pense pas que vous puissiez intégrer autant d'applications entre elles. Mais ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Je connaissais pas. Donc, ça vaut le coup d'aller. Mais ça m'a l'air d'être plutôt orienté marketing. Voilà. Mika, par rapport à ta question sur la meilleure licence pour créer une API open source, je vais revenir vers toi parce que ça, c'est un peu trop technique et du coup, je n'ai pas la réponse et je préfère ne pas dire de réponse, de bêtises. Par contre, c'est noté. Je me la suis notée et on reviendra vers toi par mail avec des réponses de dev. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore un peu de temps. Ok, très bien, j'ai appris des choses. Oui, c'est Prési auquel je pensais. Merci. En vrai, ça se ressemble à... Ils auraient dû choisir un autre nom. Oui, ça m'a l'air plus comparable à HubSpot et à de l'automatisation en fait au niveau marketing. Et Mika qui demande dans le chat pourquoi on commence par le back objet avant le front. Tout simplement parce que tant que t'as pas de back, tu peux pas afficher du front. Donc on a ce système nous, de monter en compétence d'abord sur du back et après ça on voit un peu de front et après on voit les deux ensemble avec le framework Rails. Et là vous avez des vraies apps de A à Z. Donc par exemple on fait une app où on construit ensemble un petit blog sur des cocktails. Donc, vous pouvez partager vos meilleures recettes de cocktails, vous pouvez en éditer, vous pouvez en ajouter. C'est un exemple par ça. On fait aussi une, un peu une to-do list pour type Deliveroo ou Uber Eats, où en fait, voilà, on a une liste de commandes à qui on attribue cette liste de commandes et on va avoir des livreurs qui vont prendre des commandes, ça va s'attribuer à une et à l'autre. Une fois après, on peut la terminer, on peut la compléter. Voilà un peu les idées. On a une très bonne réponse, très bonne question de Philippe.
qui demande à quelle fréquence sont prévus les apéros au wagon et s'ils sont ouverts à tous. Donc, lorsque vous êtes étudiant au wagon ou membre du coworking, en fait, aussi du wagon, puisque au wagon Marseille, on a dans notre lieu, on a une partie donc qui est réservée à la formation, une partie qui est réservée à l'agence de développement web et une partie qui est ouverte donc pour du coworking. Donc, on a pas mal d'anciens élèves et également de personnes qui ont monté des petites startups, qui bossent avec nous dans notre espace. Et du coup, on a apéro tous les vendredis soirs. Et certains sont ouverts, donc on ne manquera pas de vous inviter si jamais. Mais sinon, on organise, en revanche, on a des soirées, par exemple le démodé, où c'est la soirée où les étudiants présentent les projets qu'ils ont codés lors des 10 derniers jours de la formation. Et ça, c'est évidemment une soirée qui est ouverte à tous, où on vous invite à venir voir concrètement ce que vous serez capable de faire en sortant de la formation. Et c'est un super apéro qu'on organise tous ensemble. Et pareil, il y a d'autres moments comme ça dans l'année où on ouvre nos locaux, que ce soit à des conférences, à des événements. Vous êtes les bienvenus. Oui, Caroline, c'est ça. Le webinaire de demain qui était sur SQL aura lieu mercredi prochain pour que tout le monde puisse être disponible et qu'on ne vous fasse pas réfléchir sur un jour férié qui était prévu lundi. Est-ce que vous avez d'autres questions, que ce soit sur des sujets qui ont été abordés cette semaine? Parce que je vois qu'on a encore 40 personnes sur cet atelier, sur des outils. J'aime bien, Caroline répond quand vous aurez plus de temps pour faire vos devoirs. Mais tout à fait. Vous aurez le temps pour tout faire d'ici à mercredi. Non, pas besoin de se réinscrire si vous étiez inscrit pour mercredi, enfin pour vendredi, pas besoin de se réinscrire pour mercredi, votre inscription est prise en compte. Donc aucun problème et on vous enverra, si vous êtes inscrit sur Eventbrite, on vous enverra le lien pour que vous ayez accès aussi à Livestorm mercredi matin. Donc aucun problème pour nous. On a une question d'Hélène qui demande quel tutoriel en ligne sur ces outils. Alors, je pense que la majorité des outils dont on a parlé ont une partie déjà support sur la plateforme si jamais vous avez des bugs. Donc, ça vaut le coup de passer par ça. Ils ont aussi une partie questions-réponses, donc où souvent vous allez trouver les réponses à vos questions. C'est un peu bête ce que je dis, mais ça sert. Les tutos en ligne, vous devez avoir énormément de tutos dispo, à mon avis, sur YouTube, sur l'intégration, par exemple, de deux logiciels entre eux sur Zapier. Il y a énormément de choses qui sont disponibles. Donc, sur ça, je ne me fais pas trop de soucis. Tous les outils dont on a parlé sont assez connus. Donc, beaucoup de personnes les ont déjà utilisés. Donc, sur ça, il ne devrait pas y avoir de problème. En quoi Slack remplace l'usage du mail, chat, Trello, Drive? Donc, pour moi, Slack remplace l'envoi d'emails, en fait, qui n'avait pas forcément de plus-value. C'est-à-dire juste, ben voilà, j'ai rajouté un message supplémentaire ou j'ai rajouté un commentaire à notre dossier. Enfin, de l'échange, en fait, ça, pour moi, Slack enlève toute la partie communication entre personnes qu'on avait sur email, qui n'était pas forcément nécessaire sur email. On a assez de mails à traiter, je pense, qui vient déjà de l'externe. Et du coup, nous, c'est vrai que pour toute la communication interne, on passe que par Slack. Donc sur ça, c'est hyper intéressant. En revanche, je pense pas que ça remplace un Trello. Par contre, ça peut être conjugué. On peut vraiment mettre les deux ensemble.
Et sur un Drive, c'est différent aussi puisque sur ça, comme j'ai dit, c'est vraiment de l'échange instantané. Vous pouvez garder en mémoire de la donnée et si vous devez réfléchir, que ce soit sur des documents, enfin rendre des cas ou ce genre de choses, il vaut mieux passer sur un Drive. Ce sera plus intéressant pour vous. Christelle, oui, mais plateforme, si on n'est pas étudiant le wagon, on n'y a pas accès. Laquelle de plateforme? Parce que c'est vrai que si tu veux préciser, Christelle, ta question, parce que pour le moment, j'ai pas compris. Ou alors peut-être que Hélène ou vous avez compris, mais je vois pas de quelle plateforme on parle. Et après, je pourrais y répondre sans aucun souci. Oui, je vais vous envoyer le lien du syllabus de suite. Hop. Donc en fait, en allant sur ce lien, vous pouvez explorer en fait, en allant sur le lien que je vous ai envoyé, vous pouvez, vous scrollez un tout petit peu, vous avez les 2 formations qui sont disponibles, donc à temps plein et à temps partiel. Vous cliquez dessus et là, vous allez pouvoir télécharger le syllabus qui vous intéresse en fonction de la formation. Alors, il y a Louis qui demande si la formation Data Science est prévue sur Marseille. Alors oui, elle est prévue. Elle arrivera en fin d'année, début d'année prochaine. Donc, pour information, le wagon, on avait une formation donc, web sous deux formations à temps plein ou formation à temps partiel. Et là, on a ouvert une nouvelle formation, donc une formation Data Science, qui a été faite donc à Paris et qui va se démultiplier au fur et à mesure dans les autres wagons. Donc nous, elle sera prévue pour fin d'année, début d'année prochaine. Donc on te tiendra au courant, Loïc, si jamais ça t'intéresse. On va noter tes coordonnées et on te tiendra au courant dès que les inscriptions sont dispo. Donc la plateforme évoquée dans un autre webinaire, peut-être le premier. J'essaye de réfléchir de quoi on aurait pu parler. En fait, normalement, tous les liens qu'on vous a envoyés sont des liens disponibles sur Internet directement. Donc, je pense que vous y avez accès sans aucun souci. Donc, en revanche, Christelle, si tu as le lien et que tu veux me l'envoyer par mail, n'hésite pas et on reprendra contact avec toi avec plus d'informations sans aucun souci. Alors, on a une autre question d'une autre Christelle qui demande si la formation en développement web est-elle seulement est-elle seulement dédiée donc aux développeurs ou est-ce qu'on a la possibilité de devenir UX, UI designer ou un autre métier derrière. Donc, si vous avez suivi le premier webinar qu'on a fait, non, la formation n'est pas que pour des développeurs. Comme on l'a dit, il y a plusieurs possibilités par la suite. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous donner en fait l'aspect technique. Et si vous avez envie de continuer sur un métier de développeur, et ben, vous avez les capacités pour le faire. Et après, il existe d'autres métiers. Donc, un product owner, un product manager, un UX UI designer. Vous pouvez totalement vous diriger vers ces métiers-là.
En fonction de ce que vous avez étudié avant, des métiers que vous avez effectués avant, ça sera, totalement complémentaire. Donc, il y aura aucun souci, pour atteindre, ces métiers. Peut-être que si vous avez envie d'être, un peu plus, performant ou d'aller un peu plus loin dans les notions, vous compléterez, par vous-même, par de l'auto-formation ou on vous donnera, des ressources, pour aller plus loin sans aucun souci. Donc c'est ça qui est vraiment important. C'est vraiment une compétence technique que vous apprenez et que vous pouvez faire valoir sur plusieurs métiers, derrière, à la suite de la formation. Alors, oui, Delphine, c'est normal. Pour, nous, on a préféré pas forcément vous donner accès donc à la plateforme Learn. En revanche, on vous a donné des petits défis, qui sont totalement faisables, par vous-même, derrière avec, si vous voulez regarder en replay, le webinar et ensuite, vous pouvez continuer, sur les défis qu'on vous a, communiqués dans les emails, après, chaque fin de webinar. OK. Je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Je vous propose qu'on s'arrête là, pour aujourd'hui. Alors, peut-être une ou deux, j'essaie de regarder. Voilà. Oui. Caroline demandait du coup une validation. Du coup, la vraie étape d'automatisation, dans le sens API qu'on a vu aujourd'hui, c'est avec Zapier. C'est bien ça. Alors, en fait, vous avez 2 possibilités. Si vous avez des compétences, en développement, bah, vous pouvez vous-même, vous connecter donc, à des API existantes. Donc ça, c'est autre chose. Créer une API par vous-même, la mettre en open source comme parlait, Mika. Et là, nous, ce qu'on voulait vous montrer, c'était, un outil, qui s'est développé à part entière, donc un outil qui s'appelle Zapier et qui vous permet, en fait, de connecter, 2 applications, entre elles. Et comment c'est possible? Tout simplement parce que ces 2 applications, elles ont mis à disposition donc, des services. Donc en fait, Trello a mis à disposition une API qui va nous permettre, de modifier, d'ajouter de la donnée, de l'enlever, et cetera. Donc on a vu que la donnée de Typeform est partie, sur Trello et Typeform a mis à disposition ce qu'on appelle en fait un webhook. Donc on n'est pas rentré dans le détail tout à l'heure, mais en fait, un webhook, qu'est-ce que ça fait? Ça, envoie de la donnée, à un moment où on a une action qui se passe. Donc au lieu, on va dire, au lieu d'attendre en fait et nous, d'aller sur Typeform et de rafraîchir et de voir si des nouvelles personnes, avaient, rempli, le formulaire et tout simplement dès qu'on a, une nouvelle, un nouveau remplissage, une nouvelle création de formulaire, ça envoie la donnée directement, à Trello et tout ça, c'est fait grâce, au lien que Zapier Merci. fait entre les 2. Oui. J'espère que ça a été plus clair comme ça. Il me semble qu'après, ce sera la dernière. Christelle demande, pour les formations à temps partiel, est-ce qu'on envisage le lundi soir et mercredi soir à distance? Pour le moment, non. C'est pas envisagé. En revanche, c'est noté, pour Christelle et si jamais c'est quelque chose qu'on envisage dans le futur, on manquera pas, de revenir, vers toi, si c'est le cas. Mais pour le moment, donc la formation à temps partiel, c'est le lundi, le mercredi soir et le samedi toute la journée. C'est vraiment des moments qui sont, privilégiés au wagon, pour, faire les exercices, et ensuite, chez vous, vous avez une partie de travail à la maison pour, voir les cours. Merci. Je réponds juste par écrit. Ouais. Oui, Ariane, tous les noms utiles dont on a parlé pendant le site, vous seront envoyés dans un email, qui partira, en début d'après-midi ou, vers milieu d'après-midi. Donc, sans aucun souci, vous allez avoir le nom de tous les outils.
Et Hélène, pour répondre à ta question sur peut-on avoir des infos sur les API dédiées aux développeurs, en fait, si tu vas sur le site Programmable Web, et on vous le mettra à disposition aussi dans le message, tu as toutes les API référencées, et donc tu vas voir toutes les possibilités qui sont faites. Donc rapidement, on a parlé des API de Twitter, de YouTube. Donc, par exemple, YouTube met à disposition une API qui vous permet d'intégrer sur votre propre site des vidéos YouTube directement, sans aller sur YouTube. On a parlé de l'API Google Maps ou Mapbox qui vous permettent d'afficher des cartes dans vos sites internet. Donc, en fait, le principe un peu d'une API, c'est de pas forcément tout recoder. Il y a des gens qui ont déjà pensé à ça pour vous. Donc, c'est d'utiliser des services externes qui vous évitent de tout recoder par vous-même. Jusqu'au moment où vous allez atteindre une limite et vous allez devoir coder par vous-même. Donc, je suis désolée. Merci à tous. Question de Caroline. Donc, il te remercie et qui demande comment fait-on pour être sûr de la compatibilité entre Zapier et d'autres applications. Tout simplement, quand tu vas sur Zapier et que tu peux voir toutes les applications qui sont disponibles. Quand on a choisi Typeform et Trello, et tu as une liste d'applications disponibles et tu vas voir si le lien existe déjà entre les deux. Honnêtement, il y a énormément d'applications, donc je me fais pas trop de soucis, à part si c'est des applications internes, donc professionnelles et internes, du coup, qui ont été codées par ton entreprise. Là, elles n'y seront pas. Mais toutes les applications type Salesforce, HubSpot, Slack, Gmail, etc., elles sont toutes disponibles sur Zapier. Donc, pour moi, on a fait le tour des questions. Ok, top. Merci à tout le monde d'être venu. On se retrouve mercredi pour la partie données, donc avec les bases de données et le langage SQL. Merci à tous. Au revoir.